Alors la dernière liberté dont je devrais vous parler, eh bien nous en avons déjà parlé, comme je vous l'annonçais en introduction, quand nous avons abordé le règlement intérieur. Il s'agit d'un petit dé sur la liberté de religion et je vous invite donc à retourner sur cette partie du cours et à la remplir à ce moment-là, puisque l'essentiel peut être vu soit au titre des clauses du règlement intérieur, soit bien entendu au titre des libertés fondamentales du salarié. Un grand C, maintenant, est consacré à un point particulier. Il s'agit de la manière dont un employeur peut procéder à la surveillance de ses salariés. Grand C, moyen de preuve utilisé par l'employeur et liberté du salarié. 2 points. La surveillance dans l'entreprise. Il y a de multiples manières de surveiller les salariés, notamment avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les bons moyens anciens, la caméra de vidéosurveillance, sont évidemment toujours utilisés, mais on peut penser à la géolocalisation, au contrôle dit biométrique pour l'accès à certains endroits de l'entreprise, etc., etc. Puis des moyens comme, pourquoi pas, des détectives privés. Bref, en plus, il y a eu de célèbres affaires qui ont été médiatisées, comme l'affaire Ikea, où cette entreprise avait trouvé le moyen de surveiller non seulement ses salariés, mais aussi une partie de la clientèle. Le principe a été fixé depuis fort longtemps dans un arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991, l'affaire Neocel, N-E-O-C-E-L, que vous pouvez trouver notamment au bulletin 5e partie numéro 519. Il s'agissait en l'occurrence d'une caméra de surveillance qui avait été dissimulée dans une caisse. Alors, quel est ce principe? Il est le suivant. L'employeur ne peut utiliser comme moyen de preuve à l'encontre de ses salariés qu'il estime fautifs des procédés de surveillance qui n'ont pas été portés au préalable à la connaissance des salariés, notamment par l'information et la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et qui n'ont pas été déclarés à la CNIL. On trouve ce principe à l'article L. 2323-32 du Code du travail. En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que ces procédés sont des moyens de preuve illicites car ils vont porter atteinte à différentes libertés fondamentales du salarié, comme le droit de se déplacer, le droit de s'exprimer. Caméra de vidéosurveillance, certes, vous disais-je, mais l'imagination des employeurs est assez fertile. Ainsi a été considéré comme illicite le recours à une société de surveillance extérieure à l'entreprise par l'intermédiaire d'un vigile. Il a également été reconnu comme illicite le fait de recourir à un détective privé pour suivre un salarié protégé. Mais tout ceci est classique. Il ne faut pas oublier cependant que seul l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite. Tout ce qui a été mis à la connaissance directe ou indirecte des salariés peut être recueilli comme mode de preuve à l'appui d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement. Par ailleurs, l'employeur est limité dans son pouvoir de surveillance, mais uniquement dans les endroits où travaille le personnel. Il est donc libre d'installer des moyens de surveillance dans les locaux où le personnel ne travaille pas, par exemple là où il stocke ses marchandises. Ainsi, s'il surprend un salarié dans l'un de ses entrepôts en train de voler de la marchandise, eh bien, il pourra utiliser
sa caméra de vidéosurveillance comme moyen de preuve. Ainsi, on comprend que la vie privée des salariés, leur liberté fondamentale, soit protégée par les juges. Toutefois, depuis ces dernières années, on constate que dans certaines décisions de justice, la Cour de cassation va faire preuve, non pas d'une certaine bienveillance, mais en tout cas d'une certaine ouverture vis-à-vis des entreprises. Ainsi, dans un arrêt de la Chambre sociale du 2 février 2011, que vous trouverez au JCP social 2011, numéro 1313, avec une note de Bernard Bossu, il s'agissait de caméras qui avaient été placées au sein d'un casino. En effet, dans la salle où se trouvaient les machines à sous, les tables de jeu, il y avait également un bar. Et une caméra a été placée à peu près au milieu de tout cela, et elle balayait aussi bien les activités de jeu que les gens qui venaient s'installer au bar pour consommer, mais elle avait aussi pour effet de contrôler indirectement l'activité de caisse d'une barman. Et à cette occasion, le casino avait vu que cette dernière n'encaissait pas toutes les consommations. Elle avait donc été sanctionnée et elle faisait savoir que cela portait atteinte à sa vie privée, puisqu'on l'avait certes dit qu'il y avait une caméra générale, mais pas que cette caméra pouvait surveiller ses activités particulières. La Cour de cassation s'est montrée plus compréhensive vis-à-vis de cette entreprise. En effet, elle a déclaré que si les caméras de vidéosurveillance sont installées pour répondre à un impératif de sécurité des personnes et des biens, elles peuvent indirectement surveiller l'activité du personnel, surtout si elles fonctionnent en permanence. Un autre et dernier exemple qui va permettre de valider certains modes de surveillance, la Cour de cassation a plus récemment, en 2015, déclaré qu'un service de surveillance interne à l'entreprise ne nécessitait pas les obligations d'information des salariés, de consultation du comité d'entreprise et de déclaration à la CNIL. Il s'agissait en fait de cadres qui se plaçaient derrière des salariés pour surveiller leur activité. Droit de surveillance interne qui n'a rien à voir avec des moyens illicites cachés. Notons pour finir que dans l'entreprise, il existe un représentant du personnel qui dispose d'un pouvoir spécifique en matière de protection des libertés individuelles fondamentales des salariés. Il s'agit du délégué du personnel, qui dispose depuis une loi du 31 décembre 1992 d'un droit d'alerte. Ainsi, lorsqu'il s'aperçoit qu'il existe dans l'entreprise un moyen de surveillance illicite car non déclaré, eh bien, il peut dans un premier temps essayer d'arranger les choses avec l'employeur. Mais si cela ne suffit pas, il va alors pouvoir saisir le Conseil des prud'hommes en référé pour faire cesser ce TMI, ce trouble manifestement illicite. Ainsi, la juridiction prud'homale pourra exiger le retrait du moyen de surveillance illicite. Pour finir cette très longue partie sur la cause réelle et sérieuse, je me contenterai en conclusion de vous dire quelles sont les sanctions en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, je n'arrête pas de vous dire, eh bien voilà, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est injustifié, mais je ne vous ai jamais dit ce que cela avait pour conséquence. Dans un premier temps, je vous mets en garde. Il ne faut pas confondre les sanctions en l'absence de cause réelle et sérieuse et les indemnités auxquelles le salarié a droit en raison de la rupture. Je vous rappelle que nous avons vu, quand nous avons étudié les fautes, que
quand un salarié est licencié pour une cause réelle et sérieuse simple ou assortie d'une faute simple, il a le droit aux indemnités de rupture que constituent l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, et en sus, l'indemnité compensatrice de congés payés. Ceci n'a rien à voir. C'est ce à quoi on peut prétendre parce qu'on est licencié. Là, je vous parle d'indemnité que le salarié va réclamer en justice après son licenciement s'il estime que celui-là est infondé, qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Les sanctions sont prévues à l'article L. 1235-3 du Code du travail. Si le licenciement est infondé, il faut faire une petite distinction. Si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise qui occupe au moins 11 salariés, le juge peut proposer la réintégration au salarié. Si ce dernier la refuse, il percevra des indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts, je vous rappelle, non soumis à cotisation sociale ni à impôt, et qui seront égales au moins aux 6 derniers mois de salaire du salarié. C'est un minimum, ce qui veut dire que dans certaines hypothèses, ça peut monter à 1 an, ça peut monter à 2 ans. Si le salarié, deuxième hypothèse, ne remplit pas la condition d'ancienneté ou de seuil d'effectif, le juge proposera une réparation fonction du préjudice subi. Dernier petit point, il existe des cas de figure de licenciement particulier. On ne parle pas alors de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de licenciement nul. Quels cas de figure sont visés? Les licenciements discriminatoires, les licenciements faisant suite à un harcèlement, les licenciements de salariés protégés qui n'ont pas respecté la procédure exorbitante du droit commun. Ces licenciements-là sont considérés comme nuls, ce qui veut dire que le juge peut ordonner la réintégration ou verser des dommages-intérêts aux salariés.